Cité Radio, bienvenue dans les rendez-vous de l'IGAIA. Donc bienvenue dans les rendez-vous de l'IGAIA sur Cité Radio avec cette édition spécialement dédiée aux élections de la région Centre-Val de Loire. Il y a 7 listes en compétition avec un scrutin qui se tiendra les dimanches 20 et 27 juin. Et Cité Radio vous propose de partir à la rencontre des hommes et des femmes qui sont prêts à s'engager pour leur région afin de mieux les connaître, mieux les comprendre, mieux découvrir les programmes et les idées qui les animent. Donc notre invité du jour est Betsabé As. Betsabé, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous représentez la liste tenue par Charles Fournier, qui s'appelle Un nouveau souffle. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord commencer par vous présenter vous, savoir un peu plus de votre vie personnelle, professionnelle, et pourquoi vous vous êtes engagé en politique sur cette liste? Alors moi j'habite à Tours depuis quelques années, mais je ne suis pas une Tourangelle de naissance, je suis une Parisienne de naissance. Je suis arrivée à Tours par amour, puisque j'ai rencontré mon mari qui est japonais, dont les parents travaillaient au lycée Conan, qui aujourd'hui est fermé. Et je suis chanteuse lyrique, mon mari est violoniste. Donc ça nous amène beaucoup sur la route. Nous avons 2 enfants. Nous sommes très, très, très amoureux de cette région, la Touraine. Et puis, en même temps, grâce à mon métier, je dois dire que j'ai eu l'expérience de beaucoup de pays. Donc, j'ai pu passer un mois de tournée au Maroc, un an de tournée en Suède. J'ai fait mes études en Angleterre. Donc, ça m'a permis vraiment aussi d'avoir une vision peut-être pluriculturelle du monde. Moi-même, je suis un mix puisque ma mère est haïtienne et mon père est français. Voilà, c'est, je pense, quelque chose qui est très important, en tout cas dans ma structure et dans ma vision du politique et du bien vivre ensemble. Une vraie construction cosmopolite. Absolument. Et donc, à titre professionnel, vous êtes chanteuse lyrique. Absolument, donc je suis soprano. Je fais une carrière maintenant un peu moins importante parce que les enfants font que je ne peux pas partir autant. Mais j'ai beaucoup bourlingué. Je pense avoir fait vraiment le tour du monde avec des projets très enrichissants et de la très belle musique de Mozart, de Bach. Voilà, donc c'est vraiment une passion. Et puis ma deuxième passion, c'est la politique. Qui est arrivée plus tardivement parce que ma passion, c'était le chant, la musique et puis la nature. Et je n'arrivais pas vraiment à trouver le lien avec la nature, comment s'engager pour la nature. Et c'est au cours de la première campagne électorale de Charles Fournier, donc il y a 6 ans, que je me suis engagée pour le soutenir en 2015. Et j'ai fait cette campagne qui m'a menée à me dire qu'il y avait beaucoup de choses à faire pour notre biodiversité, pour la nature, finalement pour les humains, puisque nous faisons partie de cette nature. Et je me suis donc engagée après sur le chemin des municipales de l'année dernière, donc avec les cogitations citoyennes, qui était un groupe citoyen qui a travaillé sur ce programme pour créer une dynamique citoyenne, écologiste et solidaire. Et nous avons eu la chance et le bonheur de gagner. Et je suis aujourd'hui, en plus d'être donc chanteuse lyrique, je suis adjointe déléguée à la biodiversité et à la nature en ville, aussi à Tours-Ouest, à la condition animale et à la gestion des risques. Tout un programme.
Et donc, vous soutenez donc pour la deuxième fois Charles Fournier. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre candidat ? Alors Charles Fournier est vraiment une personne, je dirais, à part en politique, même si chacun dira la même chose, mais c'est vraiment un produit de l'éducation populaire. C'est quelqu'un qui a commencé en étant tout simplement moniteur en colo. Et puis ensuite, il a monté un peu les échelons, il est devenu directeur de colo. Et puis, il a fait beaucoup d'autres métiers, toujours en général dans l'éducation populaire, dans tout ce qui est partage des connaissances. Et c'est quelqu'un pour qui la politique, c'est avant tout cette expérience de partage des connaissances, partage du savoir. Moi, je pense que finalement, la démocratie, elle tient à ça. Elle tient à ce partage du savoir. Ceux qui ont le savoir ont le pouvoir. Et puis, plus le savoir est dans peu de mains, et plus le pouvoir est dans peu de mains. Donc, vraiment, moi, c'est vraiment cette démarche, finalement, qui m'a séduite. Avant le programme, puisque finalement le programme est la conclusion logique de cette prise de pouvoir et de savoir des citoyens et des citoyennes. Parfait, donc revenons un peu sur la campagne électorale. Donc vous partagez cette liste, vous êtes 89 colistiers, donc avec des 6 sections départementales. Alors, est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples de personnes qui sont sur votre liste? Alors, plus principalement peut-être sur le département pour commencer, après au niveau régional, et puis savoir quelles valeurs vous portez, parce que chacun, vous avez vos sensibilités. Est-ce qu'il y en a qui seront plus proches du handicap, d'autres plus proches de l'économie, etc. Donc, m'en donner un petit peu plus sur vos colistiers. Alors, je pourrais vous parler déjà de notre tête de liste qui s'appelle Gaëlle Lauro. Qui est une personne qui a été choisie dans une élection sans candidat, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais voulu être candidate, et qu'on a fait, voilà, ça fait quand même 1 an qu'on travaille avec le groupe du bassin de vie de Tours, puisqu'on a, nous, avec le Nouveau Souffle, nous avons travaillé sur les 22 bassins de vie de la région. Puisque l'idée, c'était justement ce dont je vous parlais, de travailler à mieux comprendre à quoi sert la région, et donc de partir en amont là-dessus, plutôt que de faire, voilà, comme on fait d'habitude dans les 3 derniers mois, essayer de récolter le plus de voix. Et donc, cette jeune femme, qui habite d'ailleurs à Sainte-Maure-les-Touraines, donc qui n'est pas de Tours, et ça, il faut quand même aussi le souligner. Elle n'est pas de la métropole. Elle n'est pas de la métropole, elle n'est pas... et de Tours aussi, puisque, en fait, finalement, il y a beaucoup de gens qui viennent de Tours parce que c'est la zone urbaine, c'est la zone aussi, voilà, où il y a le plus de monde, tout simplement. Oui, la moitié des habitants de l'Indre-et-Loire, je crois, sont dans la métropole de Tours. Exactement. Et elle habite donc en zone rurale. Et elle est médiatrice scientifique. C'est assez intéressant. Elle a travaillé beaucoup pour l'émission C'est pas sorcier. Donc vraiment avec cette idée d'amener la science au plus grand nombre et de faire en sorte que les gens puissent justement de la même manière comprendre les choses, les faire siennes, et notamment tout ce qui est autour de la biodiversité, du cycle de l'eau, du cycle de l'arbre, voilà, toutes ces choses-là. Et vraiment, c'est une personne aussi qui a un handicap, puisqu'elle a un handicap de surdité, et qui, au départ, se posait des questions pour est-ce qu'elle pourrait être tête de liste de la liste départementale, n'étant ni du bassin de vie de Tours, ni ayant un handicap. Et on a été vraiment assez unanime pour dire, non, en fait, c'est toi qu'on veut. Et voilà, donc ça, c'est vraiment, on est très fiers aussi que ce soit elle qui nous représente. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous parler aussi de Romain Frodon. Romain Frodon, lui, il travaille plutôt dans le domaine de l'agriculture. Il y a aussi Laetitia Lecomte, qui, elle, est médecin, donc plutôt dans la psychiatrie. Qui je pourrais vous dire d'autres? Il y a Frédéric Nobilo,
qui lui a fait plein de différents boulots. Et aujourd'hui, il travaille dans l'immobilier et il a monté en même temps 2 restos. Parce qu'il est, voilà, il est passionné. Ça touche à tout. Il touche à tout. Et puis, commercial, quoi. Vraiment un commercial. Et puis, on a Benoît Faucheux, qui, lui, est déjà élu. C'est le seul à être élu déjà à la région. Et ça, on est aussi assez fiers d'avoir permis un renouveau et qu'il y ait plein de gens qui soient sur la liste, qui ne soient pas encartés et qui soient... et pour qui ça soit la première expérience politique. Donc qui aille avec le cœur. Et Benoît, lui, est aussi enfant d'agriculteur et lui-même très intéressé par les domaines de l'économie circulaire. Il travaille sur Tours, il est aussi élu à Tours, il travaille sur zéro chômeur, la zone zéro chômeur. Territoire zéro chômeur de longue durée. C'est ça. Très bien. Donc, maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler du programme ? On a parlé des humains. Derrière les humains, il y a un programme qui va faire vivre la région pour les 6 prochaines années, même les 7 prochaines années, si j'ai bien compris, puisqu'on aura une année supplémentaire pour ne pas retomber sur une année d'élection présidentielle. C'est ça. Alors, le programme, c'est un programme qui a trois piliers principaux, qui sont la démocratie, la solidarité et l'écologie. Je pense très fortement que ces 3 piliers sont les 3 jambes d'un même être qui est celui de la République française. Je pense que vraiment, c'est comme ça qu'on va avancer, c'est comme ça qu'on va redonner aussi confiance aux gens dans la politique. Confiance qu'ils ont vraiment perdue. On le voit puisque au fur et à mesure des scrutins, les gens ne vont plus voter. On nous annonce un taux record d'abstention pour ces prochaines élections. Ah oui, je pense que ça va être... on l'a eu là avec la 3e circonscription, avec 18% de votants. Enfin, oui. C'est inimaginable en fait. Ça enlève même toute légitimité à ceux qui sont élus, hélas, parce que du coup, c'est vraiment une minorité finalement qui auront voté pour ces personnes-là. Absolument, mais c'est bien plus grave pour moi, ça enlève toute légitimité à la politique, aux faits politiques. Et le politisme, finalement, c'est faire société ensemble. Et faire société ensemble, c'est ce qui fait que les gens ne se tuent pas dans la rue, les gens sont civils, les gens s'entraident. On pense toujours que la politique, c'est quelque chose au-dessus de nous, que ça marche. Mais en fait, non, la politique, c'est tous les jours. La politique, le fait de ramasser sa crotte de chien, c'est déjà un acte politique. C'est déjà un acte de dire, en fait, l'espace public, il appartient à tout le monde et j'ai envie d'en prendre soin. Donc pour moi, je trouve que c'est très grave parce que les hommes et femmes politiques, s'ils ont perdu du crédit, quelque part, c'est un peu de leur faute et on ne va pas pleurer là-dessus. On va pleurer surtout sur le fait que finalement, les gens se détournent du fait commun, se détournent du fait de faire ensemble, de construire ensemble, d'avoir une vision ensemble. Et ça, pour moi, c'est le plus dramatique en fait. Donc nous avons essayé de faire ensemble et de produire donc un projet à partir des territoires. Donc ce programme, il a ces trois piliers. Et le 4e, dont on ne parle pas, mais qui est hyper important, c'est qu'il a été fait dans les territoires. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on a élaboré depuis les grandes zones urbaines, depuis Tours, depuis Orléans, depuis Châteauroux ou Chartres. Non, on a vraiment fait en sorte qu'il y ait des gens de tout le territoire qui se retrouvent dans des bassins de vie pour réfléchir à ce dont leur territoire ont besoin. Puisque bien entendu, on peut s'imaginer qu'à la Châtre, on n'a pas du tout besoin de la même chose qu'à Châteauroux et encore moins sur tout l'axe ligérien ou encore plutôt du côté de Neuville-Roi ou je ne sais où. Donc en fait, tout ça, tous ces espaces, la région centre, elle est finalement... très morcelée. C'est une mosaïque d'expériences territoriales. Et ça, on voulait vraiment le prendre en compte
pour pouvoir l'exprimer au mieux dans ce programme. Une fois que c'est dit, l'écologie, bien sûr, est vraiment au centre. C'est ce qui nous démarque. C'est ce qu'on veut vraiment affirmer comme étant au centre une transversalité nécessaire pour la construction de notre société du XXIe siècle. On est rentré dans ce XXIe siècle avec, en effet, les accords de Paris, avec tout ce qu'on connaît, et en même temps avec un immobilisme insensé face aux enjeux. Les enjeux, ils sont complètement perçus par les gens. Les gens sont inquiets. Ils sont inquiets par la qualité de l'eau qu'ils boivent. Ils sont inquiets par la qualité des aliments. Ils sont inquiets par les pesticides, par les perturbateurs endocriniens, par le glyphosate, par les néonicotinoïdes qui tuent les abeilles. On ne voit plus d'insectes dans la rue, ni d'oiseaux d'ailleurs, qui disparaissent au fur et à mesure. Les gens le savent. On sait aussi, on a eu une étude au CHU de Tours qui montre que la pollution, la pollution agricole principalement, peut être la source de graves dérèglements de santé, notamment des cancers. Donc ça, on parle de pesticides. Et puis dernièrement aussi de produits qui tuent les moisissures. Et les moisissures sont la base de la vie. Enfin, voilà, tout le monde le sait. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie du cycle de la vie. Donc tout ça vraiment interpelle. C'est-à-dire qu'on est capable de lancer une sonde sur Mars pour savoir s'il y a de l'eau, mais on n'est pas capable de prendre soin de nos ressources. On va chercher ailleurs des ressources qu'on ferait mieux de soigner en interne. Exactement. Donc pour nous, c'est vraiment vital. Vital au sens propre. On s'inscrit aussi dans une vision qui est peut-être aussi radicale. Il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'on est un peu extrême. Et je dirais que ce côté radical comme vital, je le prends au premier sens du terme. Radical, ça vient de racine. Et en fait, nous sommes comme le houppier d'un arbre où on a encore des feuilles. Vous savez, moi, je suis adjointe à la biodiversité. Et le nombre d'arbres dont en fait les racines sont mortes. On a des arbres dont les houppiers sont verts et en fait ces arbres sont morts. Et c'est dramatique. Et pour moi, j'avoue que parfois je me sens en panique en me disant mais est-ce qu'on ne serait pas sur un houppier tout vert et en fait nos racines sont mortes. Et on ne le sait pas. Coup de vent et ça sera déraciné et on n'aura plus rien. Exactement. Donc l'urgence climatique, elle est maintenant. Elle est avec les gens. Charles a cette phrase que je trouve... Il a deux phrases que je peux citer parce qu'il les répète assez souvent. Il dit que on parle souvent d'écologie punitive, mais l'écologie n'est pas une punition, c'est l'absence d'écologie qui est une punition, et pour les plus fragiles de notre pays, de nos territoires et aussi de toute la Terre. Et puis l'autre phrase que je trouve qui est très importante aussi, c'est de dire qu'on ne changera pas le monde sans les gens. Et ça, on l'a vu avec les gilets jaunes. On ne peut pas juste dire aux gens, maintenant, vous n'utilisez pas vos voitures. Ce n'est pas possible, en fait. Il faut qu'on emmène les gens avec nous. Il faut que les gens se rendent compte que finalement, c'est un acte aussi social de faire de l'écologie. C'est un acte aussi démocratique de faire de l'écologie. Et que c'est absolument pas une vision autoritaire, comme parfois certains le disent. Il faut faire de l'éducation. Absolument. Et que ce n'est pas non plus un retour en arrière. Parce qu'il y a aussi cette idée qu'on souhaite, on nous appelle parfois les Amish, c'est le président de la République qui nous appelait Amish. On n'est pas du tout dans une vision passéiste, au contraire. Nous souhaitons que le bonheur et le bien-être qui touche une petite partie de notre population et qui est de plus en plus petite, il faut le dire, puisque la répartition des richesses se fait de moins en moins, nous souhaitons au contraire
du progrès social, du progrès écologique et du progrès démocratique. Donc il y a une chose qui nous a paru évidente, c'est que face au dérèglement climatique, on a une nécessité de rénovation thermique. Aujourd'hui, on en est à peu près à 6 000 logements par an. Et on devrait être à 30 000 logements par an si on voulait suivre les accords de Paris, suivre la décroissance très, très importante d'émissions de gaz à effet de serre qu'on doit atteindre en 2030 puis en 2050. Le chauffage urbain est cause d'un tiers, si je ne me trompe pas, hein, peut-être que je me trompe, mais un tiers de ces émissions. Il se trouve qu'il y a pas mal de logements qui ont commencé à être rénovés dans les années 2000, sans qu'on ne parle jamais du confort d'été. C'est normal, on ne se rendait pas compte à quel point ça irait vite. On n'imaginait pas qu'en 2050, nous aurions, d'après Météo France, je pense 45 jours à plus de 52 degrés. C'est ce qui est prévu, c'est-à-dire 52 degrés, c'est pour les auditeurs la vallée de la mort. Oui. Voilà, c'est un désert du Sahara. Voilà, c'est le désert. Voilà. Donc face à ça, qu'est-ce qui va se passer ? C'est normal, hein, c'est ce qui se passe dans les pays du Qatar, tout ça. On se met à mettre de la climatisation dans les rues pour que les gens puissent marcher, tout simplement. Est-ce que nous voulons arriver à ça ? Non, ce ne sera pas possible, tout le monde ne pourra pas le faire. La Terre ne pourra pas, la Terre est finie, la Terre ne pourra pas continuer à avoir ses ressources complètement utilisées à la mi-année, voire en avril ou en mai. Donc aujourd'hui, se pose vraiment la question et l'urgence de faire ce travail de rénovation thermique. 30 000 logements par an, ça veut dire toute une filière à restructurer, des emplois, de l'artisanat, une filière aussi avec les matériaux bio, en fait, les matériaux comme la paille, comme le chanvre, comme matériaux naturels. Voilà. Ces matériaux-là, on en a plein dans notre région. Plein dans nos champs. Absolument. Il suffirait de 5% de la paille de notre région Centre-Val de Loire pour pouvoir isoler tous les logements que nous avons sur notre territoire. Voilà, il faut se lancer, il faut aider les artisans, il faut aider les industriels aussi, puisque cette massification veut dire aussi investissement industriel dans des outils qui vont nous permettre de pouvoir faire cette avancée et aussi pour le bien-être des gens, parce qu'il y a des gens qui habitent dans ces logements, il y a des enfants qui étudient dans ces bâtiments. Vous avez pu voir d'ailleurs à la ville de Tours, puisqu'on a lancé la première école bois-paille à Jean de La Fontaine, qui va être construite dans les 2 années qui viennent. Donc c'est vraiment, je pense, un défi qui doit être relevé. Après, pour continuer, hein, pour les pistes, bien sûr, il y a aussi les pistes de transformation des entreprises aéronautiques ou de l'automobile. Charles Fournier en a parlé hier au grand débat sur France 3. Et le ministre Marc Fesneau ne le croyait pas. Et pourtant, il y a un article qui est paru sur le collectif ICAR, qui est lui de Toulouse, et qui se pose ces questions. De dire, mais en fait, nous, on sert à quoi ? En fait, on sert à détruire le climat, mais on ne veut plus servir à ça. Et il y a donc, d'une part, le fait de développer l'économie de la région en y faisant, en y créant des emplois non délocalisables. Il y a aussi créer de la valeur de l'emploi. Parce que les gens ont besoin de se sentir utiles. Quand on fait un boulot qui est utile,
on construit la société, on fait partie de cette société. Et ces gens-là, voilà, ces salariés de grands groupes aéronautiques, se posent la question et se disent, on nous a demandé de faire du matériel pendant la crise sanitaire et on s'est senti utile. Très bien. Avant de terminer cette édition, je vous propose l'urne des thématiques qui s'est muée en petit papier avec des petits numéros dessus. Donc j'ai 10 papiers qui correspondent à 10 thématiques sur lesquelles la région a compétence. Je vous propose d'en tirer une au hasard et de me donner un des sujets de votre programme en réponse à cette thématique. Très Je bien. voulais choisir votre numéro. Numéro 3. Donc le numéro 3, je pense qu'on vient juste de le développer. C'est le développement économique. Donc avez-vous quelque chose à rajouter ou sinon on tire un nouveau numéro? On tire à nouveau. Allez-y. Alors, on tire le numéro 7 des nombres impairs. Le 7, c'est le sport. Je le vois par transparence. Le sport. Alors, le sport, pour la région, est quelque chose qui est partagé, bien sûr, avec les Comcom, avec l'État. L'idée pour nous, c'est de développer le sport, le sport pour tous. Le sport pour tous, on pense surtout au handicap, mais pas que. Le sport pour tous, c'est aussi le sport pour les femmes. C'est aussi donc avoir une vision d'égale conditionnalité dans les projets, pour faire en sorte que les projets ne soient pas toujours axés principalement sur le sport masculin. On s'est rendu compte que souvent les grands projets finalement étaient plutôt pour le sport masculin. Et au-delà de ça, il y a aussi le sport pour tous, c'est aussi le sport pour les personnes âgées, c'est aussi mettre des structures dans l'espace public, pouvoir que les gens, comme dans certains pays du Sud, comme en Espagne, où il y a des bancs où les gens peuvent pédaler, par exemple, les personnes âgées discutent en pédalant. Nous, on pense que c'est très important, c'est le sport aussi de proximité. Il y a bien sûr le soutien au sport professionnel, qui est très important, et la région a un vrai rôle à jouer là-dessus. Et que dire de plus, je pense que j'ai fait le tour de ce que je pense que la région peut faire pour le sport. Et bien sûr, aujourd'hui, le sport a été bien mis à mal, notamment les petites associations sportives. Et donc, je pense que ce sera aussi un axe très important dès qu'on sera élu, puisque la crise Covid a fait que beaucoup de clubs, de petits clubs, se sont retrouvés complètement désargentés. Donc l'idée, ça va être de faire un plan de relance, comme pour la culture d'ailleurs, pour aider à ce maillage territorial. Donc il y a des gros projets, souvent on parle des gros projets, c'est normal et ça fait toujours plaisir, mais il y a le sport du quotidien, ce sont tous ces petits clubs, toutes ces petites associations qui permettent aux gens de tous âges de pouvoir pratiquer le sport et donc de pratiquer aussi pour leur santé, parce que finalement sport et santé, c'est main dans la main. C'est la santé. Parfait. Pour conclure cette émission, je vous propose de vous donner 1 minute pour dire aux gens qui nous écoutent pourquoi aller voter, parce qu'il faut déjà les motiver à aller voter, c'est déjà une première chose. Et bien sûr, pourquoi voter pour vous. C'est peut-être la minute la plus difficile. Mais la plus importante. Oui, la plus importante. Écoutez, d'aller voter, je dirais même pas que c'est un acte citoyen, je dirais que vous pouvez aller voter pour nous, parce que vous allez voter pour et vous n'allez pas voter contre. Et je pense que tout le monde en a assez, moi la première, de voter par dépit. Parce que on essaye d'éviter, le Rassemblement national, ou on essaye d'éviter telle ou telle liste. Je pense que ce qu'on propose, c'est un projet complet, c'est un projet d'avenir, c'est un projet porteur, c'est un projet de cœur. Et c'est un projet qui englobe toutes les problématiques de notre 21e siècle. On disait que je crois que le 20e siècle serait... je ne sais plus ce qu'on disait d'ailleurs, mais le 21e siècle, je pense, sera écologiste ou ne sera pas. Très bien. Merci pour cette conclusion. Merci Bethsabée de ce moment partagé. Merci à nos techniciens, Guillaume et Bruno, qui ont
fait la technique avec brio. Merci beaucoup. Et donc, rendez-vous aux urnes les 20 et 27 juin pour voter pour les élections régionales. Merci beaucoup. Merci à vous. Cité Radio, bienvenue dans les rendez-vous de l'IGAIA.